Mais tout d'abord, on avait, je dirais, un grand ménage à faire. Un grand ménage, on peut dire, un peu suite à la visite de Marine Le Pen au Québec la semaine dernière, à la chef du Front national. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé à plusieurs reprises dans les médias un mot, le terme communautarisme, en le présentant comme un grand danger qui nous guettait. Et même plus que ça, en disant que c'était déjà le modèle dans lequel on vivait ici au Canada et au Québec. Or, nous, on a toujours cru que le Canada est un pays multiculturel et non pas communautariste. Et puis, aussi, on avait entendu dire au cours des dernières années que le Québec, quant à lui, serait plutôt interculturel. Mais entre-temps, je dois vous avouer qu'on avait un petit peu perdu de vue les nuances entre interculturel et multiculturel. Alors, comme ce fameux mot de communautarisme est débarqué dans le décor, on s'est dit, OK, ça va faire. On en profite. On remet tout ça à plat, on met ça sur la table, puis on essaie de s'y comprendre. Alors, 3 sages devant moi. Rachida Asdous, bonjour. Bonjour, Catherine. On vous revoit avec plaisir. Donc, psychologue et spécialiste des relations interculturelles à l'Université de Montréal. Jocelyn McClure, bonjour. Bonjour, Catherine. Professeur titulaire de philosophie à l'Université Laval. Et tous les deux, vous avez été parmi la liste des consultants de la commission Bouchard-Taylor à l'époque. Est-ce que c'est le cas aussi de Jack Jedwab? Non. Non, d'accord. Alors, vous êtes, vice-président de l'Association d'études canadiennes, ce qui rend votre présence, bien sûr, très pertinente. Et vous êtes souvent exprimé sur ces termes, ces notions et ces principes. Alors, je vais commencer par vous demander le mot communautarisme. Est-ce que on vient de l'importer de la France grâce à Marine Le Pen ou est-ce que dans vos conversations de gens très éclairés, c'est un mot qu'on employait déjà souvent? Jocelyn McClure. Oui, c'est un mot qu'on emploie souvent. Souvent, ceux qui sont critiques du multiculturalisme considèrent que le multiculturalisme crée du communautarisme. Du communautarisme, ce que c'est l'idée que, nos sociétés sont diversifiées d'un point de vue culturel, puis la façon, au fond, de respecter la diversité, ce serait de dire, chaque communauté peut faire ses propres affaires, au fond, créer ses propres communautés, leurs propres institutions, vivre des vies un peu parallèles, donc une forme de ghettoisation, de segmentation de la société. Donc le communautarisme, c'est ça, c'est le danger que certains appréhendent, qu'il y aurait les différentes communautés culturelles qui vivraient des vies séparées, séparées aussi de la majorité. Qui forment des genres de ghettos. On va employer le mot, il est fort, ouais. mais l'image est forte aussi. Ce que je comprends pas, par contre, Rachida, c'est qu'en France, on a ce phénomène de communauté qui se referme, puis on n'est pas dans le multiculturalisme. Tout à fait. C'est là la grande erreur qu'on fait en ce moment, c'est de prétendre que le multiculturalisme, c'est le communautarisme. Et comme le dit Jocelyn, le multiculturalisme peut avoir pour effet, pervers ou non, le communautarisme, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à permettre à des personnes de vivre dans la cité en continuant à vivre entre eux. Donc c'est un effet possible, mais le modèle assimilationniste républicain français n'est pas à l'abri du communautarisme, puisqu'il en a généré aussi, puisque dans les banlieues françaises, il y a des dérives communautaristes. Ouais. Alors, mais peut-être nous expliquer, parce que vous venez de nous mettre un autre modèle sur la table, le modèle républicain. Le modèle républicain ou républicain. Ou assimilationniste. Voilà. Alors, pour faire très simple, le modèle multiculturaliste, c'est vivre et laisser vivre. Donc on vit ensemble, la coexistence pacifique, et on observe tous les mêmes lois et on respecte les mêmes chartes. C'est un peu, je schématise un peu, mais le multiculturalisme, c'est vivre et laisser vivre. C'est dans ce sens-là qu'effectivement, ça peut générer du communautarisme. C'est-à-dire qu'on peut laisser vivre jusqu'à laisser vivre à côté. L'assimilationnisme, le modèle républicain français, c'est vivre comme. À Rome, faisons comme les Romains. Ouais. Et l'interculturalisme, qui est cette espèce de troisième voie qui cherche à se construire, un peu le modèle prôné par Taylor Bouchard, c'est vivre avec. Et ça tient un peu des deux. Il y a du vivre et laisser vivre, parce qu'on respecte quand même dans le modèle interculturel le droit à la différence. Il y a du vivre comme, parce qu'on présume qu'il y a quand même un terreau commun, il y a une histoire et des communautés qui étaient là avant, je pense notamment aux Amérindiens et aux 2 peuples fondateurs, mais ça suppose aussi du vivre avec, c'est-à-dire construire ensemble. Mais là, c'est quelque chose de très subtil. Alors là, on vient d'aborder le fameux interculturalisme qui serait le modèle prôné au Québec, comme vous dites, et qui était un peu l'issue des réflexions de la commission Bouchard-Taylor. Mais est-ce que quelque chose d'aussi subtil peut être déterminé par des lois? Non, moi je vous dirais que je suis désolée Jacques, je vous dirais qu'on n'en est plus au stade aujourd'hui où on
caricature chacun des trois modèles, ou des deux modèles, notamment l'assimilationniste et le multiculturalisme, en faisant le procès les uns des autres et en diabolisant et en caricaturant les modèles. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on en est à examiner froidement chacun des modèles et à voir quelles étaient ses promesses, quels sont ses ratés, et comment on peut construire un modèle alternatif qui tienne des deux, qui tienne du multiculturalisme son souci de coexistence pacifique et qui tienne de l'assimilationnisme son souci de cohésion sociale. Ouais. Mais je pense qu'on n'en est plus à caricaturer, à se faire dire, des querelles de chapelle. Des querelles et à se diaboliser les uns les autres. Ouais. On est rendu plus loin parce que chacun des trois modèles, et ça c'est très important, se base quand même sur le droit du sol. Ça veut dire quoi? C'est que... Et français qui vit en France et qui partage les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités, et canadien qui vit ici. Et pareil pour le modèle interculturaliste. Donc aucun de ces trois modèles ne prône le droit du sang, ce qui est déjà pas mal. Bon, oui, c'est vrai que c'est une nuance importante. Alors, Jack Jedwab, pour vous, le modèle interculturaliste, ça vous laisse un peu sceptique, son existence même, sa possibilité. Est-ce que parce que c'est un genre d'utopie pour vous? Ou... Non, d'abord, je pense pas que c'est un modèle nécessairement. C'est un programme, si on veut, une vision. C'est-à-dire que l'interculturalisme, ça veut dire le rapprochement entre différentes cultures. Comme Rachid a dit, c'est vivre avec. Mais dans le cas du multiculturalisme, il y a aussi le vivre avec. Et justement, je trouve qu'il y a très souvent un grand écart entre les visions et la réalité sur le terrain. Ah oui. Dans le modèle dit multiculturel du Canada, le gouvernement prône les programmes d'échange entre différentes cultures. On prône le vivre ensemble, autrement dit. Oui, effectivement, le vivre ensemble. Le vivre ensemble aussi, c'est un concept qu'on peut en débattre aussi. Mais on prône les échanges entre différentes cultures. Et dans l'interculturalisme, selon le dit modèle du Québec, on a par exemple la semaine interculturelle. On participe dans les activités. On dit que c'est une semaine multiculturelle. Il y a le Festival d'Afrique. Ah oui. Alors, donc, pour vous, c'est presque des synonymes? Pas nécessairement. Je dirais que ça fait partie de la même famille en matière de la promotion de la diversité ou la reconnaissance de la diversité. Et je dirais qu'une est plutôt un variant de l'autre. D'accord. Moi, j'appelle justement, quand je suis à l'extérieur du Québec, je dis qu'il y a l'interculturalisme multiculturel. Et quand je suis aussi au Québec, je dis que c'est le multiculturalisme interculturel. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un peu jouer avec les Parce qu'il y a un lien important entre les deux. Oui, il y a un lien important entre les deux. C'est la même famille, mais c'est un modèle. Donc, qu'on parle de multiculturalisme ou d'interculturalisme qui est différent de l'assimilationnisme. Hey, j'en apprends des choses, là. Mais revenons, Monsieur Jedwab, je vous ai pas entendu là-dessus. Est-ce que c'est aussi clair pour vous que pour Rachida et Jocelyn que le communautarisme, c'est un genre d'effet secondaire d'un modèle qui fonctionne moins bien? Non, pas nécessairement. D'abord, malgré le fait que j'ai un doctorat comme mes collègues, je suis pas toujours sûr de ce que ça veut dire le communautarisme. J'ai même la difficulté à le dire. Mais ça veut dire pour moi que la notion même de communauté, c'est quelque chose qui est vu péjorativement par la société française. Parce que dans le modèle républicain, on est tous des citoyennes. Il n'y a pas nécessairement... Les identités risquent d'être dangereux à la cohésion sociale. Alors, on n'aime pas, on n'apprécie pas la formation des communautés. Ouais. Pourtant, c'est une réalité. La formation des communautés, c'est des réalités. Les communautés existent, sont construites effectivement, mais ça existe. Oui, mais disons que dans l'usage en ce moment qu'on fait du mot communautarisme, ça a l'air quelque chose qui est pour tout le monde un petit peu, qui pointe un danger, qui pointe quelque chose qu'on ne souhaite pas personne, finalement. On est à une étape différente que quand le concept de multiculturalisme a commencé à émerger dans les années 70, où, entre autres au Canada, c'était pour aussi reconnaître des immigrants qui étaient déjà très bien intégrés. Je pense à la communauté ukrainienne, par exemple, au Canada anglais. Maintenant, nos sociétés ont été travaillées par quelques décennies de mondialisation, d'un mélange très profond des cultures, une diversification de l'immigration aussi. On a toujours été une société multiculturelle, mais les souches maintenant d'immigration sont très variées. Puis une des vertus, me semble-t-il, de parler d'interculturalisme, c'est que maintenant c'est clair, il faut respecter, valoriser les différences, mais le travail de créer de la cohésion sociale, du lien, une identité civique qui va être commune sur la base d'un respect des différences, c'est plus impératif que jamais, étant donné que les populations sont très diversifiées, puis les sociétés sont aussi éprouvées par les phénomènes liés à la mondialisation.
Oui, Rachida, vous l'avez Oui, pour répondre à votre question, le communautarisme n'est pas toujours négatif, et je suis d'accord avec Jacques là-dessus. C'est que aujourd'hui, on parle de dérive communautariste. Quand on parle de l'affaire des banlieues en France, brûler des voitures, etc., on parle de dérive. Mais le communautarisme devient une dérive ou un effet pervers, et je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit, le communautarisme est un effet autant de l'assimilationnisme que du multiculturalisme qui peut être pervers. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours pervers. Le communautarisme peut être négatif quand il empêche le sentiment d'appartenance. Quand on a l'impression que les personnes s'identifient tellement à leur groupe d'origine ou d'appartenance, parfois un groupe fossilisé et idéalisé dans la mémoire parentale, je parle des enfants qui sont nés ici, il a l'impression qu'il n'y a plus de place pour le sentiment d'appartenance. Le communautarisme peut être un effet pervers quand il devient hostilité à l'accueillant, repli identitaire. C'est-à-dire, vous ne nous avez pas accueillis, vous ne nous avez pas donné d'emploi, on va se replier sur notre communauté. Mais le communautarisme a des effets bénéfiques. Je vous donne un exemple aujourd'hui. L'accueil des réfugiés syriens. C'est du communautarisme, mais c'est très positif. Il y a des Syriens qui sont établis ici depuis des générations et qui accueillent en privé, donc ils déchargent l'État et ils accueillent des Syriens. Et là, c'est du communautarisme tout à fait positif, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge. Donc ce n'est pas toujours négatif. Il arrive que ce soit négatif quand ça s'accompagne d'une hostilité ou d'une incapacité à concilier les deux appartenances, l'origine et la citoyenneté, et qu'on choisit dans une forme hostile de se replier sur les origines. Jacques voulait réagir à ça. Oui, non, je voulais juste inviter mes collègues à me donner des exemples de communautés particulières où c'est un problème de communautarisme. J'ai l'impression en France qu'on utilise ce terme, mais rarement on va publiquement évoquer une communauté spécifique, sauf que probablement on va parler des musulmans en France. C'est l'exemple qu'on veut donner, mais de manière subtile. On va rarement dire que c'est les musulmans qui sont un danger à la société, mais je ne sais pas nécessairement rarement, mais c'est ça. Alors, s'il y a des vocabulaires codés, si on veut, pour dire les choses qu'on ne veut pas dire publiquement, et on les cache derrière les termes comme le communautarisme. Mais quand on invite les gens à dire c'est quelle communauté qui, justement, pose problème et suscite ce phénomène ou supporte ce phénomène de communautarisme, on est très prudent à identifier les groupes quelconques. Oui. Ou quand le premier ministre belge, après ce qui est arrivé à Bruxelles, dit il y a des gens qui vivent parmi nous, mais qui ne vivent pas avec nous, est-ce qu'il est en train de décrire un problème de communautarisme, d'après vous? Ça, c'est très clair. Là, c'est que, effectivement, en France aujourd'hui ou en Belgique, quand on parle de communautarisme, on cible la communauté musulmane. C'est très, très clair. Oui. Et même stigmatise. Oui, tout à fait. On stigmatise, on ne donne plus l'autorisation, même indépendamment du repli identitaire, de se définir comme appartenant aux deux mondes et concilier très, très bien les deux mondes. Là, on parle de la France. Mais c'est pour ça le danger de parler de communautarisme pour toute une communauté. Il y a des individus qui appartiennent à une communauté et qui sont très confortables avec leur double appartenance et qui ne sont pas... Moi, j'aime utiliser l'image que dans le multiculturalisme, la personne intégrée, l'idéal du multiculturalisme, c'est la personne qui se voit, c'est-à-dire le député à l'Assemblée, au Parlement qui porte le turban. Là, c'est la démonstration que le multiculturalisme marche, c'est-à-dire qu'il n'est pas dérive communautariste, il n'est pas repli, au contraire, il peut aller jusqu'à la participation à la vie politique, mais sans se cacher. Alors que dans le modèle républicain français, le modèle de l'intégration, c'est celui qui ne se voit pas et qui ne s'entend pas. C'est Nicolas Sarkozy, c'est Rachida Dati, c'est encore Rachida Dati, ça s'entend, elle a un prénom, mais c'est celui qui pousse l'assimilation jusqu'à ne plus gommer toute différence. Mais je suis d'accord avec toi qu'en ce moment, c'est quand on parle de communautarisme, c'est les musulmans qu'on cible. On les cible, effectivement. Jocelyn McClure, au Québec, est-ce que... Il me vient des noms, là, comme vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, vous avez parlé de Rachida Dati. Au Québec, on va penser à des gens qui sont très présents sur la place publique, là, des Boucard Diouf, des Kim Thuy, Dany Laferrière et bien d'autres. Est-ce que ce sont des exemples parfaits de multiculturalisme réussi ou d'interculturalisme réussi? Je suis assez d'accord avec mes collègues. Les différences entre les deux sont souvent exagérées, en particulier au Québec, parce qu'on a un peu caricaturé le multiculturalisme pour d'autres raisons, là, qui étaient liées à la non-reconnaissance de l'identité nationale québécoise et ainsi de suite. Mais je pense que ce sont de bons exemples d'une vision qui dit on va valoriser la diversité culturelle, mais dans une perspective d'intégration
d'intégration et de participation de tous, de contact entre des citoyens de toutes les origines. Évidemment, ce sont des exemples d'intégration réussis. Et même ceux qui ont connu ces débats identitaires dans les années 90, on se demandait beaucoup, est-ce que la nation québécoise, elle est ethnique, civique, c'est quoi son rapport avec la diversité? Maintenant, ces enjeux-là sont beaucoup moins troublants. Je pense que tout le monde admet que Denis Laferrière ou Kim Thuy, origine Chassagne, ainsi de suite, sont québécois, participent à la recréation perpétuelle de l'identité québécoise, et ainsi de suite. Le nœud du problème, c'est davantage par rapport aux différences religieuses, au sens de la laïcité, comme les accommodements religieux. Et ça a été une bascule. C'est devenu un enjeu au Québec. Exactement. Qu'est-ce que ça a été le point tournant? Je pense que ça a été... Bon, on en a commencé à en parler à la fin des années 90, lorsqu'on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec la religion à l'école. Est-ce qu'on continue à enseigner la religion catholique et protestante d'une façon confessionnelle? Il y a eu aussi des affaires du foulard au Québec. Après ça, il y a eu les attentats de septembre 2001, puis toute l'espèce de panique morale en Occident par rapport à l'islam. Le Québec aussi a été happé là-dedans. Puis comme au Québec, il y avait le rapport trouble quand même à l'héritage de la religion catholique, puis l'influence de la France. Donc, on a beaucoup embarqué dans les débats sur la laïcité. Mais le point tournant, donc, avec 2001, c'est que c'est pas un problème avec les religions. Faut être honnête, là. C'est devenu une crispation ou une crainte qui est liée beaucoup au monde musulman, non? Oui, je pense que sans ce que j'ai appelé la panique morale sur l'islam, je pense pas qu'on atteindrait ces niveaux de crise. Il y aurait des enjeux par rapport, par exemple, la communauté juive hassidique en Outremont, ça soulèverait des enjeux. Le rapport le poignard sikh. Oui, les signes religieux catholiques. Le poignard sikh, d'accord, mais vous avez évoqué les turbans sikhs au Parlement à Ottawa. J'ai entendu personne se demander si c'était pertinent. Si une femme voulait arriver avec un voile intégral au Parlement, je suis sûre qu'il y aurait une alerte maximum là, au Canada au complet, non? Oui, c'est peut-être je sais pas, tu veux... OK, le point tournant, je remonterai plus loin que toi, Jocelyn. Vous vous souvenez, en 1994, on a eu notre première polémique autour du foulard, et c'était tout à fait en résonance avec la circulaire Bayrou en France, qui voulait interdire les signes ostentatoires. Moi, je le débuterai là, bien avant 2001. Ah, oui. La table a été mise à ce moment-là. On a eu une grosse, quand même, polémique, et ça s'est terminé par 2 avis, l'un de la Commission des droits de la personne et l'autre du Conseil du statut de la femme. Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que jusque-là, au Québec, là on parle du Québec, l'enjeu était linguistique. Et Québécois et Québécoises, toute personne qui partage notre langue et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le fait français. Et là, il y a eu vraiment, ce n'était plus le référent linguistique, mais le référent religieux. Et Québécois, toute personne qui partage notre laïcité, qui n'en était pas une en fait, parce qu'en 94, on n'était pas encore, les structures étaient encore confessionnelles. Non, c'est ça, les structures scolaires. L'article 93 n'avait pas été déverrouillé. Donc, il y a eu un tournant à ce moment-là, et vraiment un virage. On n'était plus québécois, ce qui explique pourquoi aujourd'hui des Maghrébins qui sont arrivés dans les années 90, je pense notamment aux Algériens très francisés, des Marocains, qui étaient convaincus, eux, qu'ils étaient des futurs Québécois interculturels, des figures de l'interculturalisme à part entière, et qui se sont retrouvés, tout à coup, le curseur s'est déplacé sur le terrain religieux, et qui se sont trouvés francophones, mais musulmans. Donc, il y a eu quelque chose qui a commencé à ce moment-là. Jack, est-ce que dans le reste du Canada, les choses se divisent de manière aussi claire autour, ou se polarisent aussi clairement autour de la religion? Non, je pense pas qu'au même niveau, mais il y a des préoccupations et des anxiétés qu'on voit par rapport aux menaces de terrorisme, et malheureusement, c'est souvent attaché à la communauté musulmane, qui fait que dans les enquêtes que je fais avec Léger Marketing, on voit souvent des attitudes négatives, défavorables envers les musulmans, disproportionnelles aux autres groupes dans le reste du Canada. Je dirais qu'il y a plus de ferveur, si on veut, plus d'anxiété au Québec quand on compare avec le reste du Canada, mais ça ne diminue pas l'anxiété qui existe dans le reste du Canada envers les musulmans. Ici, la question de la religion, à cause des débats sur la laïcité, prend une dimension un peu différente de ce qu'on voit dans le reste du Canada. D'accord. Alors, on a fait quand même un certain ménage, on a clarifié les choses, et le communautarisme, c'est une importation. Il faut se rappeler que c'est un terme importé récemment, mais qu'on n'a pas besoin d'adopter, parce qu'ici, on n'est pas menacé
menacés tant que ça par le communautarisme. C'est pas tout ce qu'on importe qui est bon. Ah oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup tous les trois. Rachida Asdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles. Elle est à l'Université de Montréal. Jocelyn McClure, professeur titulaire de philosophie à l'Université Laval. Et Jack Jedwab, vice-président de l'Association d'études canadiennes. Merci beaucoup tous les trois. Merci à vous. Au revoir.